Monsieur le conseiller spécial auprès du président de la République chargé des questions d'eau et d'assainissement, Monsieur le conseiller technique auprès de Monsieur le Premier ministre chargé des questions d'eau, d'assainissement et d'environnement, Mesdames, Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le président du conseil départemental de Kaolack, Monsieur le maire de la commune de Kaolack, honorables députés, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, directeurs généraux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les experts de l'eau et de l'assainissement d'ici et de la diaspora, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, des organisations associatives, syndicales et de producteurs, du secteur privé, des syndicats de travailleurs, des consuméristes et des usagers du secteur public, Mesdames, Messieurs les invités, tout protocole respecté. Permettez-moi tout d'abord d'adresser toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, pour ce message d'une très grande symbolique qu'il nous a délivré. Nous sommes convaincus que son plus grand souhait était de venir prendre part personnellement à cette grande occasion au regard de l'intérêt qu'il accorde à ce secteur, et cela depuis son terroir de Ndiaganiao, où il s'est très tôt illustré et mobilisé pour un accès équitable aux liquides précieux au profit de ses concitoyens. Ces remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui nous a donné des instructions pertinentes afin que la politique de l'eau et de l'assainissement soit désormais inscrite dans une dynamique inclusive, adossée à une véritable logique de co-construction et s'appuyant sur le principe de subsidiarité. Cette démarche nous permettra alors à tous de penser l'eau globalement, mais d'agir localement. J'éprouve ainsi un grand plaisir à me retrouver aujourd'hui dans cette grande famille de l'eau et de l'assainissement, afin d'impulser un processus novateur qui somme comme un pacte solidaire pour l'action, que nous allons construire ensemble sur un socle robuste, bâti sur des concertations larges et démocratiques qui nous replongent d'ailleurs dans nos valeurs sociologiques autour du PENC, qui est la déclinaison locale de ce concept agora sous la Grèce antique. Nous ne sommes pas sous l'arbre à palabres, nous sommes ici dans une case, c'est tout comme, c'est toute une symbolique. D'où ce concept de PENC au Pencho, qui, pendant 3 jours, loin de Dakar et de nos bureaux, dans cette belle capitale du Saloum, nous allons donc mener des réflexions approfondies sur les contraintes, les priorités et les solutions durables pour jeter les bases d'une politique de l'eau centrée sur les attentes de tous les acteurs, tout en étant bien articulée avec les agendas régionaux et internationaux. Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre mon propos, je voudrais dire un mot sur le choix de Kaolack. Ce choix innovant et audacieux, comme je l'ai dit à M. le maire tout à l'heure, au-delà de la centralité de sa commune, se justifie d'une part par notre souci de délocaliser certaines activités hors de Dakar afin de nous conformer déjà à la nouvelle vision basée sur les pôles territoires, mais d'autre part par l'ampleur des défis auxquels fait face Kaolack en matière d'assainissement et d'accès à l'eau potable de qualité et en quantité suffisante. Bien entendu, il a donné cet exemple qui parle de Kaolack, parle de cette sorte de marqueur indélébile que vivent les populations de Kaolack qu'il faut corriger dans les meilleurs délais. Mesdames et messieurs, cette précision étant faite, je rappelle que nos concertations nationales sur l'eau et l'assainissement se déroulent dans un contexte temporel, certes particulier, mais qui est bien choisi. En effet, comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de sortir d'un contexte national et international marqué, entre autres, par des inondations violentes, entraînant parfois un lot de morts comme cela a été le cas ces derniers jours dans plusieurs parties du monde. Chez nous, la ville de Touba a aussi subi des manifestations rudes d'un hivernage particulièrement pluvieux avec son lot d'inondations. Des situations calamiteuses ont été également notées dans les parties nord et nord-est de notre pays,
où les dernières semaines ont été marquées par des crues exceptionnelles notées sur les bassins versants du fleuve Sénégal et Gambie. Les conséquences ont été lourdes au plan économique, environnemental et socio-sanitaire. Mais devant ce tableau affligeant, j'aimerais partager avec vous cette conviction profonde qui est fondée sur le postulat selon lequel derrière chaque épreuve se trouve en réalité une, voire plusieurs opportunités. L'autre tableau contextuel est relatif à la déclinaison récente par le gouvernement de la vision d'une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans les valeurs fortes d'ici 2050. Ce nouvel agenda de transformation confirme fort heureusement une grande priorité accordée à l'eau dans presque toutes les déclinaisons, qu'elles soient sociales, économiques ou écosystémiques. L'eau aura un rôle moteur dans les ambitions de garantir la souveraineté alimentaire et environnementale, ainsi que dans la réduction des fortes inégalités que connaît notre pays. Jusque-là, différents référentiels en matière de développement économique et social n'avaient pas suffisamment intégré le risque pesant sur les ressources en eau comme une éventuelle contrainte au développement économique et social. La sécurité de l'eau et la disponibilité d'une quantité et d'une qualité d'eau acceptable pour satisfaire les besoins de la santé, les moyens de subsistance des écosystèmes et de la production, qui est aussi associé à un niveau acceptable de risque lié à l'eau pour les personnes, pour l'environnement et pour l'économie. C'est pour cette raison que nous voulons assurer l'accès à l'eau potable pour tous, en tant que droit humain fondamental, mais aussi garantir la disponibilité optimale de l'eau pour différents usages productifs, en particulier pour l'agriculture, qui à elle seule consacre 90% des prélèvements d'eau, sans oublier la protection et la restauration des écosystèmes. Mesdames et messieurs, notre pays regorge certes de potentialités en eau en grande quantité, mais nous faisons aussi face à des contraintes de qualité de certaines ressources en eau souterraine. Nous devons donc innover et changer de paradigme dans nos stratégies de mobilisation. D'où la grande initiative des autoroutes de l'eau pour arroser tout le pays avec une eau en quantité et en qualité suffisante afin de promouvoir le nexus eau, énergie, environnement, alimentation et écosystème comme un socle pour promouvoir le développement durable du Sénégal. Les transferts d'eau portent sur d'abord le grand transfert du lac de Guiers vers le triangle Dakar-Mbour-Thiès, communément appelé le DMT, qui inclut cette première phase de transfert la ville de Touba. Mais il y a également les transferts d'eau du lac de Guiers vers le Ferlo, les transferts interbassins avec 3 branches allant du fleuve Gambie, notamment le barrage de Sambangalou, de la Koulountou et de Bakel, vers le bassin arachidier jusqu'à Thiès, avec notamment des transferts d'eau souterraine aussi, de l'axe Malem-Odar jusqu'à Sadio, pour ne citer que ces grands transferts. Il y en aura sans doute d'autres, puisque l'ambition que nous nourrissons pour cette problématique, elle est juste infinie. Alors qu'en matière de projets de valorisation, on peut aussi citer les aménagements des bassins du Nanija-Bolon, du Bao-Bolon, tout près d'ici, de Djikoy, mais également des mares de Bakel et des Marigots, ainsi que d'autres problématiques qui se feront jour au fur et à mesure un peu partout dans le pays. Ces grands projets nous permettront à terme de faire face aux réels problèmes de qualité physico-chimique dans certaines zones du pays, notamment le bassin arachidier où nous sommes aujourd'hui, mais également dans la zone sud-est, où la concentration de fluorure et de chlorure, mais également de salinité, ou encore de fer et même d'autres, sont au-delà des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Sans compter bien entendu la pollution par les pesticides et métaux lourds dans certaines zones sur les eaux de surface, notamment au lac de Guiers et au niveau de la Falémé. Mesdames et messieurs, même si des avancées ont été enregistrées dans ce sous-secteur de l'assainissement, cela reste encore un problème important pour le pays, du fait entre autres d'un manque de ressources financières suffisantes pour assurer des investissements massifs et durables, l'exploitation et l'entretien correct des infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées et domestiques, ainsi que des eaux pluviales. Cette situation structurelle rend impérative la mise en place d'un nouveau modèle économique et technique pour la gestion du service public de l'assainissement. La problématique de la gestion des eaux pluviales devient de plus en plus complexe, avec notamment des épisodes d'inondation qui deviennent de plus en plus cycliques, amplifiés par les effets du changement climatique.
même si beaucoup d'efforts ont été consentis ces dernières années pour réaliser plusieurs ouvrages à travers des interventions des acteurs, dont les principaux restent l'ONAS, la DPGI, l'AGEROUTE et l'APEX, nous constatons que les défis restent encore tout aussi importants. C'est pourquoi il sera question d'anticiper. En sus de la poursuite des investissements sur les infrastructures, il faudra mettre l'accent sur la connaissance du risque et les nouvelles dynamiques seront davantage anticipatives, ainsi que des efforts qui seront mutualisés avec une plus grande place accordée à l'homme, conformément à l'appel des plus hautes autorités de mettre le citoyen au cœur de toutes les problématiques et au cœur de toutes les actions qui seront menées par les pouvoirs publics. Mesdames, Messieurs, en matière de gouvernance institutionnelle, des résultats satisfaisants ont été enregistrés dans la délégation de la gestion du service public de l'eau en milieu urbain. Il y a également des performances qui ont été en milieu rural, mais celles-ci restent moindres en ce qui concerne le milieu rural, bien entendu. L'évaluation de la réforme de l'hydraulique rurale a certes fait ressortir plusieurs préoccupations légitimes de la part des acteurs, sans oublier les efforts réels faits par l'OFOR et les délégations du secteur privé pour améliorer la qualité de service, mais il n'en demeure pas moins que des complaintes et des récriminations nous parviennent de plus en plus du terrain, notamment dans le monde rural. Nous aurons donc besoin de concertation avec ces différents acteurs pour ensemble lever les contraintes et permettre de faire des passages à l'échelle. En matière de gestion intégrée de ressources en eau, nous sommes devant une impérieuse obligation de définir un nouveau cadre légal, institutionnel et organisationnel plus conforme aux défis qui se dressent devant nous pour l'atteinte des objectifs du développement durable, mais également pour l'atteinte des objectifs de ce nouvel agenda national de la transformation systémique de la vision 2050. Nous avons réussi à bâtir un nouveau référentiel en termes de planification des ressources en eau. Il faudra maintenant rendre opérationnel ce référentiel, mais surtout le mettre en harmonie et en soutien à la démarche territoriale adoptée dans le cadre de la nouvelle vision pour faire porter le développement économique par les pôles territoires qui viennent tout juste d'être reconçus et remodélés par les pouvoirs publics. Nous aurons certes besoin de beaucoup d'investissements dans les infrastructures résilientes, mais aussi beaucoup d'innovation, beaucoup de technologie dans les financements, beaucoup de recherche et de formation, beaucoup de régulation pour permettre de soutenir les grandes avancées déjà notées avec l'aménagement d'un cadre institutionnel nouveau. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de cette autorité de régulation du secteur de l'eau qui est déjà sur la table, mais dont nous voulions attendre la tenue de ces concertations pour pouvoir la peaufiner et la parachever avec qu'elle soit une autorité la plus inclusive, la plus ouverte et la plus participative possible. Nous devons aussi saisir les opportunités qui se présentent à nous et qui se trouvent dans la digitalisation et surtout la valorisation des multiples avantages de l'intelligence artificielle. Le message que M. le Président nous a adressé aujourd'hui depuis Dakar est une preuve de notre choix de profiter de ces outils technologiques pour pouvoir aller plus loin et sans doute quelquefois avec le moins de ressources possibles. La liste des défis est assez longue et pour les lever, nous sommes tous appelés à nous inscrire dans une démarche systémique, plaçant l'eau au cœur de son propre cycle, impliquant à chaque étape toutes les parties prenantes. Dans cette perspective, il est essentiel d'adopter une méthodologie inclusive, étant entendu que le secteur de l'eau intègre une multitude d'acteurs que sont entre autres le gouvernement bien entendu et les institutions publiques de manière générale, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile, les organisations communautaires, les partenaires techniques et financiers, mais également le monde de la recherche, notamment les instituts de recherche et les universités. Depuis mon arrivée dans ce ministère, toutes mes actions à chacune des étapes, j'ai toujours eu à cœur de mobiliser tous les acteurs, de leur laisser la parole et l'initiative et de m'inscrire dans les démarches et les propositions qu'ils ont faites. Et cela nous a valu plusieurs résultats relativement positifs depuis le départ. Et c'est comme cela que nous allons continuer à travailler ensemble. C'est pour cette raison que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a tenu à organiser les présentes concertations nationales du secteur de l'eau et de l'assainissement en vue d'inscrire cette action dans la logique de l'inclusion, de la transparence, de la redevabilité et de la territorialisation. Et là-dessus, comme l'a dit ou demandé le représentant de la société civile, je puis vous garantir que la question de la redevabilité
de la transparence, de la subsidiarité, mais également du suivi et de l'évaluation constante multi-acteurs sera une démarche forte et actée à l'issue de nos concertations. Dans la logique d'une construction du bas vers le haut, le bottom-up, la première étape du processus a été bouclée par la tenue des concertations locales avec les acteurs au niveau des régions du Sénégal sous forme de comités régionaux de développement. Et c'est ici pour moi l'occasion de féliciter l'ensemble des parties prenantes qui, au niveau des régions, ont déjà mené ces réflexions et nous ont fait parvenir leurs recommandations et leurs conclusions. Messieurs les gouverneurs de région, messieurs, mesdames les préfets et tous les acteurs de ces régions, trouvez-en un message de ma part et des plus hautes autorités de remerciements et de félicitations. Mesdames, Messieurs, l'objectif de ces concertations sur l'eau et l'assainissement est de dresser un diagnostic participatif sur le secteur de l'eau et de l'assainissement, mais également de la gestion des ressources en eau, afin de proposer de nouvelles stratégies qui soient optimales pour la prise en charge durable de nos objectifs sectoriels de développement. À l'issue des présentes assises, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pourra ainsi consolider les réflexions et les contributions pour les besoins d'une élaboration ou de l'élaboration d'une nouvelle lettre de politique sectorielle, arrimée à un plan d'action prioritaire 2025-2029 qui elle-même est adossée à la stratégie nationale de développement ainsi qu'aux politiques et stratégies régionales et internationales qui définissent d'ores et déjà les orientations et les principes d'action majeurs. Ce que nous recherchons à travers ces consultations, c'est de faire en sorte que la prochaine lettre de politique sectorielle ne soit en rien la lettre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement seul, mais qu'elle soit la lettre de politique sectorielle de l'ensemble des acteurs et que toutes les préoccupations qui seront sorties de ces consultations puissent s'y refléter, mais également que le pilotage et le portage soient aussi concertés, inclusifs et co-construits. J'invite tout aussi donc les participants qui ont fait le déplacement à Kaolack, mais aussi tous ceux qui nous suivent par la magie de l'Internet et des réseaux sociaux, à s'impliquer fortement durant ces 3 jours dans les discussions, mais surtout dans les travaux de groupes thématiques, afin que ce que nous sommes en train de faire à Kaolack puisse ressortir fructueusement les piliers qui nous permettront de refonder le renouveau ou fonder le renouveau du secteur de l'eau et de l'assainissement, mais également de la gestion intégrée de nos ressources. Pour le dire, nous sommes ici en train de travailler. Il y en a beaucoup qui nous suivent par la magie de l'Internet. Et rien que le travail préalable qui a été fait nous a permis de voir que le site dédié par le ministère et qui a fait une sorte d'enquête relative à ces concertations nous a permis d'atteindre des statistiques assez importantes. À la date du 20 novembre, on était déjà à 136 000 vues sur les différents outils que nous avons produits, 857 followers sur la page Facebook dédiée à ces concertations, mais également un questionnaire en ligne pour permettre à d'autres concitoyens de contribuer, qui a déjà reçu 239 répondants, qui de là où ils sont, nous ont déjà envoyé leurs contributions, leurs vues, points de vue et positions sur les questions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Un portail est également dédié à l'événement sur le site du ministère, avec un bulletin d'information qui pourra être partagé grâce à une newsletter intégrée à ce site. Ce portail permettra de rassembler sous forme de data room virtuel toute la documentation issue des concertations pour faciliter l'accès aux conclusions et recommandations au profit du grand public. Quelle que soit la qualité de ce que nous ferons dans cette salle, si les Sénégalais ne sont pas au courant, ne savent pas qu'est-ce que nous avons décidé et qu'est-ce que nous avons voulu faire ensemble, aura un manque, un goût d'inachevé. C'est la raison pour laquelle nous ferons tout pour que de partout où ils sont, y compris dans certaines langues nationales, les Sénégalais puissent avoir accès à nos conclusions et à nos recommandations. Tout ceci pour vous dire que j'attends beaucoup de nos concertations, au sortir desquelles nous devrons nous accorder sur la direction à suivre, sur les objectifs comme sur la façon d'y arriver. Nous allons décider ce qu'il faudra faire ensemble, nous allons décider ensemble comment le faire et nous allons décider ensemble de comment il faudra le suivre, il faudra l'évaluer, l'ajuster, l'améliorer et le corriger au besoin sous le sceau de ce fameux Djubonti que les pouvoirs publics ou les plus hautes autorités ont mis comme nouveau viatique pour conduire les politiques publiques. J'aimerais donc, pour finir, nous dire que le diagnostic auquel que nous allons faire ensemble doit être un diagnostic sans complaisance. Les débats doivent rester ouverts et inclusifs. Il n'y aura aucune barrière, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle que vous représentez ici. Sachez que vous avez la liberté totale
d'exprimer ce que vous avez à dire, de le dire dans le langage qui est le vôtre, de le dire dans la façon la plus constructive et la plus productive possible, afin que nos solutions et nos recommandations soient les plus pertinentes et les plus franches possibles dans un état d'esprit qui nous permettra d'avancer. Mesdames, Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais remercier les populations et les autorités de Kaolack. Monsieur le maire, soyez-en remerciés. À travers vous, je remercie toute la population de la commune. Monsieur le président du conseil départemental, je remercie tout le département. Et à travers vous deux, je remercie toutes les communautés et toutes les populations de notre pays qui, comme je l'ai dit dans les régions, ont déjà mené ce type de concertation. Je remercie également monsieur le gouverneur de la région et l'ensemble des autres gouverneurs qui nous ont rejoints, mais aussi tous les acteurs et toutes les parties prenantes qui ont fait le déplacement de Kaolack. Et je suis sûr que la qualité de nos réflexions ici pendant 3 jours nous permettra d'avoir une politique qui soit parmi les plus pertinentes de l'histoire de notre pays. Pour en venir à vous, chers participantes et participants, je me réjouis infiniment de votre présence, qui témoigne de l'intérêt que vous accordez à nos délibérations. Je voudrais avoir une pensée pour tous les autres, ce sont des milliers, qui auraient voulu être avec nous dans cette salle. Malheureusement, les contraintes d'ordre logistique et organisationnel ne nous permettent pas d'avoir un nombre beaucoup plus important que ceci. Mais je suis sûr que quand on parle d'eau et d'assainissement, chaque Sénégalais aurait voulu donner son point de vue. Mais comme je l'ai dit, par la magie des réseaux sociaux et de l'Internet, certains contribueront, mais on fera en sorte que les prochaines, nous ayons des opportunités d'avoir une logistique un peu plus grande. C'est déjà une très belle salle ici et de réceptifs agréables. Et j'espère que tout cela nous inspirera à avoir des réflexions profondes pour pouvoir faire un travail de qualité. J'aimerais vous remercier au nom de tout le ministère, au nom du président de la République et de monsieur le Premier ministre, vous dire que nous apprécions infiniment votre présence. Ce n'est pas évident de se déplacer en milieu de semaine, mais ça témoigne de l'intérêt que vous accordez à nos travaux et à ce que nous avons en partage, cette ressource eau qui, je le dis pour le répéter, est pour moi, et ça n'engage que le ministère bien entendu, mes autres collègues ne seront pas d'accord, c'est toujours plus important que le pétrole et le gaz. Deuxièmement, j'ai toujours dit que dans la ressource eau et sa gestion, il faut que nous voyions toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Cela veut dire que nous ne devons jamais nous satisfaire et nous conforter en nous disant que nous l'avons déjà fait. Faire un forage pour moi, c'est rien du tout s'il en reste 100. S'il faut en faire 100 et que nous en avons réalisé 90, les 10 restants, de mon point de vue, sont plus importants que les 90 que nous n'avons pas fait. Parce que lorsque nous parcourons notre pays, et il n'y a pas plus d'une semaine, j'ai été un peu partout pour les besoins de la campagne. Je le dis ici au Médina Yoro Fula, que j'ai visité tard dans la nuit. Une zone, j'ai croisé des populations. Lorsque l'imam du village de Touba Tcheken m'a vu et qu'on m'a présenté pour lui dire c'est le ministre de l'hydraulique, il m'a dit s'il y a un homme important dans ce pays, le plus important c'est vous, monsieur le ministre. Vous devriez descendre de votre véhicule pour que je vous parle. Il m'a saisi la main pour me dire nous n'avons même pas besoin d'eau pour nous laver. Nous en avons besoin juste pour boire. Et pendant qu'il me parlait, j'ai vu des dames, il était presque minuit, qui avaient des bassines d'eau sur la tête et qui traversaient la route pour entrer dans les maisons. À minuit, on n'a pas besoin de cette eau pour se laver. Sans doute c'est pour boire et pour soulager étancher sa soif. Voilà l'enjeu qui est le nôtre. Et voilà pourquoi nous devons réfléchir à trouver des solutions les plus rapides pour soulager nos concitoyens. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup.